Bonsoir à toutes et à tous, je suis Fabrice Vinck, vice-président des Alumni Executive MBA ESSEC et Mannheim, diplômé en 2016 et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir. Nous sommes une quinzaine à animer le groupe et nous sommes répartis dans plusieurs commissions pour gérer les événements, les réseaux sociaux, les tables rondes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous abordions un thème en particulier ou si vous vous proposez comme intervenant. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Notre communauté regroupe plus de 2200 alumni et nous organisons les tables rondes toutes les 4 à 6 semaines. Ces événements sont ouverts à tous, que vous soyez alumni de l'ESSEC ou non. Pour faciliter la communication de nos activités, nous avons ouvert une page LinkedIn qui est ouverte à tout le monde. Et si vous êtes diplômé, vous pouvez également rejoindre le groupe fermé. Pour retrouver le groupe, rien de plus simple, il suffit de taper ESSEC et Mannheim dans la barre de recherche LinkedIn et nous apparaissons en tête de classement. Les QR codes sont également disponibles sur la présentation. Si vous êtes alumni de l'ESSEC, je vous invite à mettre à jour votre profil, ça vous permettra de prendre connaissance des services qui sont à votre disposition. Je remercie les intervenants et les organisateurs de ce soir dans leur contribution et l'animation du sujet qui nous rassemble. Vous êtes 200 à vous être inscrits et nous sommes nombreux en ligne. Pour vous permettre de networker, je vous invite à mettre à jour vos noms et prénoms dans Zoom. Sans plus attendre, je passe la main à Erida Gervais qui a proposé le thème de ce soir et qui s'est particulièrement investie. Erida, c'est à toi. Merci Fabrice. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Erida Gervais et je fais partie du COMEX de l'ESSEC Mannheim Executive MBA depuis 2018. Je vous souhaite à tous la bienvenue. On est ravis de pouvoir vous retrouver ce soir pour cet atelier qui se veut interactif et ludique. On est effectivement à plus de 75 et je pense que cela va continuer de monter, ce qui est une bonne nouvelle puisque j'imagine que le sujet sur les indicateurs de performance vous apporte un intérêt particulier. Depuis le confinement, nous sommes limités à l'organisation des tables rondes en virtuel, mais c'est également l'occasion d'avoir des participants et des speakers d'un peu partout en France ou dans le monde. Avant cette période, nous avions le plaisir de vous retrouver en présentiel dans des after-work ou des événements la plupart du temps au CNIT au sein de l'ESSEC Executive Education. Nous avions également l'habitude d'organiser une soirée annuelle. Certains parmi vous étaient peut-être présents lors de la soirée Péniche. J'ai hâte, comme beaucoup d'entre vous, que nous puissions nous retrouver lors d'événements conviviaux. Sans plus attendre, je vous présente nos intervenants de ce soir. Un grand merci à Moira de Grotte, que je connais depuis 13 ans. Elle est très animée par le sens qu'on donne à la performance. J'ai pu la croiser à plusieurs reprises dans ma carrière. Dans sa casquette de coach en transformation, j'adore son sens pratique et ludique pour faciliter la compréhension de la complexité qui nous entoure. Marion Rousseau nous a rejoint en cours de route dans la préparation de ce bel atelier. Étant très attirée par la facilitation graphique, j'ai croisé Marion dans un atelier qu'il organisait pour la branche ESSEC de la Provence. Elle est consultante en formation et nous accompagne ce soir sur la facilitation graphique. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation pour animer ensemble cet atelier sur les indicateurs clés de performance d'une entreprise. La question de bien choisir les KPI, Key Performance Indicators, à suivre pour piloter et favoriser la performance d'une entreprise ou d'un projet est cruciale. Au programme, nous vous proposons ce soir une mise en situation et un atelier d'inspiration sur les KPI à travers le foot. Ne vous inquiétez pas, même ceux qui, comme moi, ne sont pas fans de foot, on arrive très bien à comprendre les enjeux. Ensuite, on va continuer sur une rétrospection et une prise de recul sur le pilotage de l'entreprise pour créer des passerelles entre les silos et développer des indicateurs liés à son contexte et sa finalité. Et enfin, on aura une synthèse avec la facilitation graphique. Je vous souhaite à tous un bon atelier inspirant. Marion, je te laisse te présenter et Moira prendra la suite. Bonjour, je suis Marion Rousseau. Merci à Erida pour cette introduction. Je suis ravie de participer ce soir et d'être arrivée effectivement en surplus sur cette présentation que va faire Moira. Je suis consultante dans les achats et dans le développement commercial et je gère le cabinet Resourcing et j'utilise la facilitation graphique que je vais utiliser aujourd'hui
en particulier pour aider des équipes à travailler en co-développement, en co-création, mais aussi pour aider de la mémorisation, particulièrement dans des contextes complexes. Et la facilitation graphique, c'est une discipline qui permet le partage et l'échange d'informations à l'aide de modalités visuelles. Donc, vous verrez à la fin, on retrouvera une modélisation de tout ce que va nous présenter Moira et va nous faire découvrir Moira. Et j'aurai le plaisir de vous expliquer cette petite synthèse. Voilà, je laisse la main à Moira. Parfait. Et donc, Moira, du coup, alors moi, j'ai travaillé 25 ans dans de grosses organisations avec un premier parcours de vie qui est plutôt issu de la pensée cartésienne, la pensée linéaire. Je viens de la finance et ensuite, j'ai fait beaucoup de choses autour du pilotage de processus. Je suis Master Black Belt en Lean Six Sigma. Et puis, j'ai eu une révolution intellectuelle, on va dire, avec la découverte de la pensée systémique, qui a vraiment bouleversé ma façon de voir le monde jusqu'à l'éducation de mes enfants. Donc, ça m'a vraiment complètement transformée. J'ai créé il y a quelque temps ma propre structure qui s'appelle Perforsense, qui vise à aider les entreprises pour améliorer leur performance collective en s'appuyant sur le sens que je crois être vecteur d'engagement. Donc aujourd'hui, je propose dans le cadre de ces entreprises de mixer différentes méthodologies, parmi lesquelles, vous l'avez compris, la systémique, mais également l'agilité, le Lean Six Sigma, le design thinking, enfin tout un tas de techniques qui, je crois, peuvent se mélanger utilement pour la performance collective. Voilà, on vous propose maintenant de démarrer cette session qui va être l'illustration de ce mélange de genres entre la pensée linéaire et la pensée systémique, avec peut-être, pour faire connaissance, un petit icebreaker. Donc, par exemple, Erida, si tu devais dire quels sont les indicateurs qui peuvent être utiles dans ta vie personnelle, ça serait quoi? Alors, moi, j'en aurais deux par rapport à ma famille. Donc, il y en aura un pour le temps que je passe avec mes enfants. Donc, combien de fois jamais je peux les amener au parc dans la semaine, au moins quand il fait beau, comme aujourd'hui et qu'il y a du soleil. Donc, après l'école ou la crèche, c'est la première. Et la deuxième, ça pourrait être combien de plats je peux préparer dans la semaine fait maison. Comme ça, je fais attention à leur santé et également à leur épanouissement. Et toi, Moira, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors, moi, je ne suis pas du tout à l'aise en fait avec cette notion d'indicateur dans ma vie privée et donc je voudrais mettre tout le monde très à l'aise par rapport à cette question-là. Ce qui va compter pour moi, c'est plutôt de me sentir utile ou d'avoir le sentiment d'apprendre. Et donc, cette question qu'on vous propose d'utiliser comme débat pour faire connaissance, c'est juste un prétexte en fait pour faire connaissance entre vous. Donc, sentez-vous très, très à l'aise. C'est un prétexte pour démarrer la conversation. Voilà, si vous n'avez pas d'indicateur dans votre vie personnelle, c'est peut-être que vous êtes tout à fait normaux. Donc, Erida, est-ce que tu veux envoyer les gens en breakout rooms? Alors donc bienvenue à tous. Peut-être juste avant de démarrer, donc j'attire tout le monde vers moi. Ne soyez pas surpris, vous serez attirés vers là où je suis sur le board. Je veux simplement préciser que je vous propose une session d'inspiration. Vous n'aurez pas à l'issue de cette session une recette miracle pour savoir poser vos indicateurs là où vous êtes dans le contexte dans lequel vous êtes, mais vraiment un temps qui va vous permettre, je crois, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour être efficace et soutenir une performance collective. Alors, bien entendu, à la fin de cette session, je serai particulièrement heureuse de pouvoir recueillir votre feedback sur cette session et si possible, puisque c'est une session sur les indicateurs, avoir une idée de votre perception de satisfaction, indicateur oblige. Mais ça nous amènera à la fin. Alors, pour démarrer, comme disait Erida tout à l'heure, on vous propose une petite immersion. Donc, Erida est en train de préparer des sessions en sous-groupe. Je vais donc vous proposer en sous-groupe de faire comme si vous étiez un entraîneur d'une équipe de foot. Donc, vous inquiétez pas, comme elle le précisait tout à l'heure, ni elle ni moi ne sont des super fans de foot. Néanmoins, on a pensé que c'était une immersion qui simplifierait et qui nous permet de rentrer facilement dans cette illustration. Donc, en sous-groupe, vous faites comme si vous étiez l'entraîneur d'une équipe de foot et on va vous demander d'imaginer quels seraient les indicateurs pour aider votre équipe à progresser. Vous serez en sous-groupe. Alors, je vais prendre un petit peu de recul sur ce qui se passe.
c'est parce que nous sommes nombreux que j'ai dû réfléchir à une animation un petit peu différente de d'habitude. Nous sommes 52 sur le board et donc je propose qu'il y ait des équipes de 4, les équipes 1 à 5. Donc dans les salles, vous allez être envoyés en salle. Votre numéro de salle correspondra à votre numéro d'équipe. Donc les équipes ou les salles 1 à 5, vous travaillerez dans cette piscine de post-it la première. Et puis les équipes 6 à 10, vous travaillerez dans la deuxième équipe de post-it, deuxième piscine de post-it qui est sur le côté. D'accord? Donc votre numéro de salle vous guide sur là où vous pourrez aller sur les piscines. Et donc les piscines de post-it, je vous invite simplement à saisir dans les post-it des propositions d'indicateurs pour l'équipe de foot que vous allez être amené à entraîner. Erida, si tu veux nous envoyer dans ces petites sessions, on vous laisse 3 minutes pour réfléchir à vos indicateurs. En parallèle de ça, je vais vous proposer, parce que le sujet est complexe, je vais vous proposer un regard qui n'est certainement pas le regard unique et ultime qui vaudrait pour ça, mais je vais vous proposer une façon de regarder, de faire le tri parmi ces différents indicateurs. Pour ce faire, je vais vous amener à moi. Je vais au-dessus de là où nous étions précédemment. Et donc, pardon, je vais décacher voilà, la suite. Voilà, je vais vous proposer, j'attire tout le monde à moi. Voilà, je suis donc au-dessus, de faire la distinction entre des indicateurs et des KPI. Alors, évidemment, chacun sait qu'un KPI, ça veut dire Key Performance Indicator. La proposition que je vous propose par rapport à cela, c'est de faire la différence entre un KPI et un indicateur. C'est simplement qu'il y en a un qui est clé. Ce qui fait qu'il est clé, selon moi, c'est qu'il est lié à la finalité, à la raison d'être. Parce qu'il est lié à la raison d'être, il va être fédérateur. Et donc, ça fait sens, selon moi, de lui proposer, de poser un objectif à atteindre qui va favoriser la performance collective. À l'inverse, les indicateurs qui ne seraient pas clés, je propose de changer la sémantique pour éviter les confusions et d'appeler ça plutôt des sondes. Une sonde a pour objectif d'aider à l'analyse et à l'amélioration continue. Et donc, parce que c'est un objectif d'analyse, ça ne devrait pas, selon moi, porter d'objectif. Alors, dans le pitch de cette session, j'évoquais le syndrome de la pastèque. Certains d'entre vous ont sans doute déjà entendu cette notion de syndrome de la pastèque. Ce que j'entends par ça, c'est le fait qu'à l'extérieur, on a l'impression que tout va bien, que les indicateurs sont au vert et que donc on est serein. Il arrive, et je pense que chacun peut imaginer des séquences dans sa vie professionnelle, par exemple, le fait qu'on ait des indicateurs qui soient affichés au vert, alors qu'en réalité, nos clients voient plutôt rouge. Les résultats, quand on creuse et quand on ouvre la boîte, sont plutôt rouges. Et cela vient, selon moi, au fait qu'on arrive parfois à mettre des objectifs sur des sondes, des objectifs sur des silos. Et je vais reprendre l'exemple du foot. Et ce fait-là fait qu'on se détache de l'intention et de la finalité. Sur l'exemple du foot, par exemple, si j'utilise le temps de possession de balle comme étant un KPI, quelque chose qui est clé, je m'éloigne de la finalité qui serait peut-être plutôt de remporter le match, de remporter des victoires. Et le fait d'avoir post-match une analyse qui s'appuie sur le temps de possession de balle, ça pourrait inviter chacun des joueurs à être un peu perso et à garder la balle pour lui plutôt qu'à la passer à d'autres. Et donc, il pourrait chacun des joueurs avoir l'impression d'être au vert avec leur propre objectif de possession de balle, ce qui ne vient pas aider le collectif qui doit remporter le match. Est-ce que je suis claire dans ce que je dis? Ça marche pour vous? N'hésitez pas à ouvrir les micros si Oui. vous n'étiez pas... Oui, Oui, très bien. Oui, c'est clair. c'est clair? Ça marche. Il se peut que certains ne soient pas tout à fait d'accord avec la proposition que je viens d'indiquer. Je vous propose, comme nous sommes assez nombreux, dans chacun des débriefs, à chaque fois, j'ai proposé une zone où vous pouvez poser des questions et potentiellement mettre votre nom pour prendre la parole et ouvrir un débat si vous n'étiez pas tout à fait d'accord.
Alors, ce que je vous propose dans la suite de cette séquence, c'est d'utiliser cette définition de distinction entre ce qui est clé, ce qui doit donc favoriser le collectif, et ce qui est moins clé, ce qui est plutôt pour aider l'analyse. Et je vous propose cette fois-ci de faire ce travail en sous-groupe. Donc, c'est là que je vous propose ce sous-groupe. Et donc, d'aller dans des breakout rooms, des salles qui seront cette fois-ci vos numéros d'équipe, pour lesquels vous allez vous appuyer sur les piscines de post-it que vous venez de faire. Et vous allez les laisser dans les piscines de post-it, mais par contre, par exemple, je prends l'exemple de l'équipe 1, elle va copier des post-it qui l'intéressent dans la piscine de post-it violette, là, pour faire la distinction entre ce qui, selon elle, serait un indicateur ou bien au contraire un KPI. Et donc, je vous propose sur l'exemple du foot de copier les post-it qui vous sont utiles pour faire cette distinction entre indicateur et KPI sur la base de l'exemple et de faire ça en sous-groupe. Alors, peut-être on peut avoir un petit débrief de quelques équipes. Probablement, c'était peut-être pas si simple que ça. Toutes les piscines post-it n'étaient pas tout à fait remplies. Donc, j'ai dupliqué pour vous les post-it violets. Vous ayez de la matière pour échanger. Est-ce que certaines équipes voudraient s'exprimer? Je vois par exemple l'équipe 2, là, vous avez fait un certain travail. Vous voulez partager ça? Sinon, je reprends. Oui, bien sûr. Oui, tout à Ok. fait. Vas-y. Alors, je vais juste reprendre. Donc, c'est ce que. Alors, par rapport aux indicateurs notamment, je regarde juste équipe 2. Où est-ce qu'on est? Voilà, c'est là. Alors, je vois que l'écran il est tronqué. Moira est en train de le partager. Si tu vois dans le Zoom, normalement, tu vois ton équipe et Oui, les voilà. post-it qu'il y a eu dessus. OK, donc on a considéré par rapport aux indicateurs, déjà par rapport à KPI qu'on considère important pour la finalité, donc le nombre de victoires, de classement et le nombre de matchs gagnés consécutifs. Et en indicateurs qui ne sont pas, on va dire, liés à la finalité, mais qui sont liés plutôt à la, on va dire, c'est plutôt un indicateur de l'activité, c'est il y a le but, nombre de buts, tirs cadrés, nombre de matchs sur l'année, nombre d'expulsions, niveau de forme des joueurs, nombre de blessés et nombre de kilomètres parcourus par match. Ok. Donc, effectivement, ce que je comprends, c'est que là, on est dans une équipe qui vise à remporter des championnats. Donc, son classement est important, son nombre de victoires est important, le nombre de matchs gagnés consécutifs pour vous est important. Le reste, c'est plutôt des sondes, des moyens de suivre. Si j'ai eu beaucoup d'expulsions, peut-être ça peut être un bon élément d'explication du fait qu'on remporte ou pas le championnat. Peut-être que le nombre de matchs sur l'année, ils sont épuisés si jamais ils ont fait trop de matchs. Ou... Oui, voilà, ça, c'est effectivement. Mm. Je regarde d'autres. Donc, on retrouve un petit peu le même genre de choses sur les différentes équipes. Effectivement, le nombre de buts, le nombre de victoires, la valeur du mercato. Ça, pour vous, c'est des indicateurs importants. On va mettre un petit point d'interrogation sur la valeur du mercato parce que potentiellement, la valeur, je crois que c'est la valeur des joueurs, sauf erreur de ma part. Et là, ça peut-être amener à de l'individualité plutôt qu'à du collectif. Et ça, on va le regarder ensemble, mettre ce type d'objectif-là. C'est peut-être un petit peu piégeux. On va voir que dans l'entreprise, on peut se retrouver avec le même genre de parallèle. Je vois également sur l'équipe 4, le nombre on retrouve le même genre de choses que l'équipe précédente, avec le nombre d'entraînements. Vous aviez des doutes apparemment sur le nombre de passages à la télé ou le niveau de forme des joueurs. Je vais faire une petite interprétation et si vous n'étiez pas d'accord, surtout corriger, il n'y a pas de problème avec ça. Ce que je comprends, c'est que le niveau de forme des joueurs, c'est un élément clé de la performance fédératrice de l'ensemble de l'équipe. Et donc, c'est pour vous, j'imagine, un élément qui est suffisamment clé pour être proche du KPI et en même temps, ce n'est pas tout à fait la finalité, mais un moyen important. Ce que je comprends aussi sur le nombre de passages à la télé, c'est que, alors là, pour le coup, là, je suis plus interrogative. Pour moi, vu de l'extérieur, ça aurait été plutôt un indicateur qu'un KPI. On ne cherche pas forcément… Alors, à moins que ce soit une conséquence du fait qu'ils remportent beaucoup de victoires et que du coup, ils auraient plus de passages à la télé. Je suppose. Peut-être quelqu'un de l'équipe voudrait parler là-dessus? Passage à la télé, on a mis que c'était difficile à dire. Donc justement, on ne l'a pas qualifié. Hein. D'accord, ok, c'est très intéressant. Et en tout cas, ce que je veux amener peut-être comme regard, c'est que pour l'instant, on est tous partis comme si c'était une équipe de championnat. Et je propose une petite perturbation peut-être. Si jamais il s'agissait d'un club de quartier qui est destiné aux enfants, à nos enfants, peut-être que la finalité ne serait pas forcément de remporter absolument toutes nos victoires,
mais plutôt au contraire de renforcer le plaisir que les enfants ont à venir s'entraîner et à trouver du plaisir dans ce sport. Donc, ce que je veux proposer comme suggestion, c'est qu'en fonction de la finalité qu'on va avoir par rapport au club, les KPI ne seraient pas les mêmes. Et peut-être que si je suis pour un club de quartier, ce qui sera plus important pour moi, c'est le fait que les enfants viennent à l'entraînement, plutôt qu'ils remportent à tout prix des victoires, quitte à perdre le plaisir et faire en sorte que ce soit toujours les mêmes joueurs, les bons joueurs sur le terrain, et pas les autres, par exemple. OK, donc là, on était simplement pour une mise en jambe sur cette distinction entre indicateur et KPI. Et encore une fois, je propose simplement un regard qui vise à distinguer ce qui est clé, c'est-à-dire, encore une fois, lié à la finalité, versus ce qui est moins clé et donc va avoir une vocation plutôt d'analyse a posteriori de ce qui s'est passé et des éléments sur lesquels on va pouvoir travailler pour aider nos équipes à progresser. Alors, je poursuis donc l'exposé avec cet exercice. Donc, on va revenir à plusieurs reprises sur ce qui s'est passé ici sur l'exemple du foot. Mais ce que je veux indiquer comme premier débrief, c'est le fait qu'on a parfois du mal. Alors, bien sûr, on veut faire en sorte que tout le monde pense global. Mais c'est parfois un petit peu délicat de parvenir à faire en sorte que l'ensemble de notre collectif pense global et responsabiliser les acteurs sur ce que j'appelle les interstices entre les acteurs, entre les joueurs, versus le fait que leur action soit reliée à l'intention globale. Je donne un exemple. Quand j'ai sur le terrain des joueurs, des défenseurs et des attaquants, il est important de renforcer le collectif en rappelant qu'on veut remporter les matchs. Il est différent de dire « je cherche à ce que le défenseur soit un excellent défenseur et l'attaquant un excellent attaquant ». Ce que je veux dire par là, c'est que si à un moment la balle est en défense et que mes attaquants sont uniquement responsabilisés sur leur rôle d'attaquant, je cours le risque de provoquer des comportements qui ne sont pas ceux que je cherche. Par exemple, d'avoir un attaquant qui reste en attaque et qui ne vient pas aider le défenseur à la défense, alors que le ballon est à la défense. Et donc, ce que je veux indiquer aussi, c'est que l'analogie que j'ai faite là avec le foot, elle est un petit peu comme ce qui se passe en entreprise, mais avec une simplification sur plusieurs éléments. Notamment, quand on regarde un match de foot, on a l'ensemble des joueurs qui est sur le terrain. Et donc, on voit l'ensemble des flux. C'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on voit l'ensemble des personnes sur le terrain, alors qu'en entreprise, on ne sait pas forcément qui est acteur du flux. Tout n'est pas visible. Les flux sont multiples. Sur le terrain du foot, on a un seul flux d'informations. L'information est à un seul endroit, c'est le ballon. Il est visible de tout le monde. Dans l'entreprise, donc, les joueurs sont nombreux, multiples, souvent non visibles, et leurs flux d'informations sont simultanés et implicites, ce qui ne rend pas la lecture dans l'entreprise aussi simple que sur le terrain du foot. Et quand il y a des litiges dans le cadre du foot, il y a un arbitre qui va trancher et on peut même faire appel à la vidéo a posteriori pour trancher en cas d'ambiguïté. Dans l'entreprise, il n'y a pas vraiment de juge-arbitre de l'ensemble des parties prenantes et clairement, on n'a pas possibilité de faire jouer la vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ce que je veux indiquer, c'est que la théorie que je viens d'apporter, elle reste à ce stade assez théorique, c'est-à-dire que notre intention va être de fédérer tout le monde sur un objectif global, mais faire le lien entre l'action locale et l'impact global n'est pas toujours si simple. Et que clairement, c'est toujours dépendant du contexte et de la confiance que les acteurs vont se faire les uns vis-à-vis des autres. Une fois que j'ai dit ça, donc c'est quelque chose dont l'intention est assez simple, mais la mise en œuvre n'est pas si simple. J'apporte une deuxième difficulté, c'est ce que j'appelle l'effet de bord des indicateurs de suivi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va regarder certains indicateurs, vous l'avez déjà vu en entreprise, c'est ce que j'appelle le fait que chacun cherche à être beau sur la photo. Donc, quand on met un éclairage avec des indicateurs, parce que les gens veulent être beaux sur la photo, ça va générer des comportements implicites.
La dernière chose que je veux souligner, c'est l'effet réverbère. C'est le fait qu'on a tendance à chercher là où il est facile de chercher. Donc, c'est ce que j'appelle l'effet réverbère. C'est une métaphore qui est, je vous raconte un peu l'histoire, quelqu'un qui cherche ses clés là où il y a la lumière du réverbère. Et un passant arrive et lui demande mais vous avez perdu vos clés par ici? Et la personne lui répond, je ne les ai pas perdues ici, mais c'est là qu'il y a de la lumière, donc c'est pour moi plus facile de regarder. Si je fais le parallèle avec l'entreprise, en fait, on a tendance à regarder des indicateurs qui sont accessibles. Et ce qui est accessible, ce sont notamment les indicateurs locaux et également les indicateurs de moyens. Alors que ce qui est important dans l'entreprise, c'est plutôt de suivre les indicateurs bout en bout, les indicateurs transverses et des indicateurs qui portent sur la valeur. Il se trouve que la valeur, ça s'additionne mal, ça se compare mal et surtout, la valeur, ça ne se traduit pas toujours en euros. Donc, on va avoir tendance à suivre plutôt des moyens, des indicateurs de moyens, que des indicateurs clés, notamment les impacts. Dans l'exemple du foot, ce qui est important, c'est de suivre le fait qu'on remporte bien les matchs. Et dans l'exemple du foot, c'est relativement simple parce qu'encore une fois, tout est sur le terrain. Mais dans l'entreprise, c'est moins simple de suivre ces choses-là. Si vous avez des remarques par rapport à ce que je suis en train d'indiquer, n'hésitez pas à poser des questions ou à prendre le micro. C'est bon, je poursuis? J'ai une question justement, mais du coup, Oui. parce que effectivement, la valeur elle est difficile à cerner et comment identifier quel indicateur. On a un indicateur majeur de l'entreprise qui est, je sais pas, augmenter la profitabilité, mais dès qu'on descend à la maille des équipes, la valeur est difficile à cerner. Comment identifier, comment je contribue à l'indicateur majeur de l'entreprise et comment le mesurer et comment le piloter? Voilà. Alors, bah, écoute, tu fais la transition pour la suite. Donc, ce que tu es en train d'indiquer, c'est effectivement le fait que ce qui est important pour nous, c'est de suivre la finalité. Donc, le fait que nos clients soient satisfaits et que ça Oui. marche quand on a plusieurs équipes qui rendent ce service pour nos clients. C'est bien ça qu'on va essayer de suivre et sur lequel il est important de porter un objectif que chacun veut contribuer, pour lequel chacun veut apporter sa pierre à l'édifice. À l'inverse, je prétends que avoir des objectifs sur juste la contribution de chacun à cet objectif, ça renforcerait les silos et donc l'effet pastèque. Et si je fais le parallèle avec l'équipe de foot, ça serait contre-productif d'avoir des attaquants qui fassent une très bonne attaque, des défenseurs qui fassent une très bonne défense, mais qui, les uns avec les autres, ne soient pas suffisamment fluides et avoir, par exemple, dans le cas que je citais tout à l'heure, un attaquant qui accepte d'aider le défenseur quand le ballon est en défense. Donc, porter un objectif sur le collectif, c'est nécessaire et c'est ça qui vient souder le collectif. À l'inverse, des objectifs un petit peu silotés, des objectifs qui visent à optimiser localement, faire des sous-optimisations locales, ça ne serait pas efficace. Alors, je vous propose, justement, dans ce parallèle avec l'entreprise, je vais vous proposer un petit quiz. Je vais lancer le quiz. Alors, j'amène tout le monde sur l'étape numéro 5. Je vais donner un tout petit peu de contexte avant de lancer le quiz. On va faire comme si on était chez Amazon. Chez Amazon, nous avons deux équipes, une équipe qui s'occupe des commandes et une équipe qui s'occupe de la livraison. Et Amazon cherche à avoir un engagement client de 48 heures pour ses clients. Et donc, je vous propose cette question. Si vous étiez le manager de cette équipe-là, de cette entreprise-là, est-ce que vous iriez plutôt à proposer un seul objectif global de 48 heures pour l'ensemble des deux équipes, ou bien est-ce que vous seriez à proposer plutôt l'option 2, un objectif pour la commande de 24 heures et un objectif de 24 heures pour la livraison? Donc, vous avez deux options, option 1 ou option 2. Et il vous reste 1 minute pour voter.
Vous avez pu voter? OK. Ouais. Alors, on va compiler les résultats. Donc, ce que j'observe, c'est que vous avez plutôt opté pour l'option 1, un objectif global de 48 heures, et une personne a voté plutôt pour l'option 2, des sous-objectifs intermédiaires de 24 heures pour chacune des 2 équipes. Moira, si je peux me Oui. permettre, je pense qu'il y avait une difficulté à changer d'option lorsqu'on ne le souhaitait pas. Je parle un peu pour moi, évidemment, je ne peux pas me mettre dans la place des autres, mais je pense qu'il était difficile de switcher sur l'autre option. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quelle était l'option que toi, tu cherchais à… Par défaut, j'avais envie de voter, donc j'ai finalement voté pour l'option 1, mais j'aurais bien voté pour l'option 2. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le raisonnement que tu as suivi? Eh bien, si je me pose ce genre de questions, c'est que je ne connais pas bien l'équipe, ou alors que mon équipe est jeune, ce qui peut, dans ce cas de figure, confiner à la même chose. Et donc, je préfère leur donner des échéances intermédiaires qui sont scandées, qui sont jalonnées et qui permettent donc de progresser, plutôt qu'un objectif qui est trop lointain et qui pourrait être difficile à atteindre. Donc, j'ai plutôt une démarche performative. D'accord. Alors, par rapport à ça, la proposition que je fais, c'est de dire, parce que ça c'est un truc assez classique dans l'entreprise que tu viens d'indiquer, c'est qu'on va viser des objectifs intermédiaires sur lesquels chacune des équipes voit bien l'impact qu'il peut avoir et se sent responsable sur son étape. Et c'est là que je propose peut-être un décalage, et une fois que j'aurai proposé ce décalage, je reviendrai sur ça. Le décalage que je propose, ou le regard différent que je propose, c'est que j'essaye d'amener les risques à faire ainsi. Si j'ai une équipe commande qui doit viser son objectif intermédiaire de 24 heures, il va se passer, selon moi, plusieurs biais. Le premier, c'est que ça va amener chacune des équipes à faire juste son truc bien et pas à prendre le souci de ce qui se passe derrière. Par exemple, les commandes pourraient être tentés d'être bien sur leur objectif intermédiaire de 24 heures, quitte à ce que ça se fasse au détriment de la qualité. En l'espèce, on aurait une équipe commande qui ferait son job dans les 24 heures, mais aurait tendance potentiellement à ne pas bien inscrire les coordonnées du client sur la commande, ce qui rend plus difficile l'activité de l'équipe en aval, en l'occurrence l'équipe de livraison, se retrouve bien avec une commande qui serait bien préparée dans les 24 heures, mais peut-être pas avec toutes les informations dont ils ont besoin pour faire correctement la livraison. Et en fait, ce que je veux apporter comme regard, c'est le fait que quand on fait ça, et je vois bien l'intention qui se veut vertueuse pour faire en sorte que chacun voit bien son objectif intermédiaire, le revers de la médaille, selon moi, et je vais faire encore une fois le parallèle avec le foot, c'est d'avoir des défenseurs qui défendent très bien, des attaquants qui attaquent très bien, mais on enlève le regard sur l'interstice, sur ce qui se passe entre les deux équipes, qui est une zone qui finalement est une zone grise qui n'est pas vue par le KPI global. Et donc, malgré tout, j'entends très bien ta proposition, Philippe, qui est aussi très pertinente, c'est d'essayer de responsabiliser chacun pour essayer de contribuer du mieux possible à l'objectif global. Ma proposition à moi, elle serait donc en synthèse de dire ce qui est maître et ce qui est clé, c'est qu'ensemble, on arrive à atteindre l'objectif global de 48 heures et que collectivement, on se sente co-responsable de cet objectif global. Mais, pour répondre au point à l'objection que tu as portée, je serais tentée de proposer qu'on mette des sondes sur les délais intermédiaires, mais pas d'objectif. À partir du moment où on apporte un objectif pour chacune des équipes, il me semble que chacune va vouloir se sentir davantage engagée sur son propre objectif local au détriment du global. Et si moi-même je suis joueur, enfin je suis dans une de ces équipes et qu'on me propose l'objectif global de 48 heures et un objectif intermédiaire de 24 heures, je vais être poussée à faire bien mon objectif de 24 heures au détriment de la qualité. Ça me prend moins de temps et donc je peux y aller plus facilement. Mais par contre, je n'aide pas mon collègue. Et donc, je pense que dans l'entreprise, cette intention qui se veut vertueuse d'avoir à la fois un objectif collectif et en même temps
un objectif local, selon moi, elle est un petit peu contre-productive parce qu'elle vise finalement à renforcer le syndrome de la pastèque que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette impression que tout va bien, chacun serait avec son objectif intermédiaire de 24 heures, mais l'interstice n'est pas forcément regardé. Moira, il y a Philippe et Barman qui aimeraient intervenir. Eh ben, avec plaisir. Je vais céder d'abord la parole à Barman parce que j'ai déjà parlé. Oui, je pense que ce que je voulais dire, c'est que je pense que l'objectif, lorsqu'on donne des objectifs, l'objectif ne s'arrête pas à, par exemple, si je prends l'équipe commande, à une commande 24 heures. L'objectif doit être, la commande, elle doit être prête en 24 heures pour atteindre une livraison globale de 48 heures. Et cette deuxième partie est absolument essentielle parce qu'elle permet de créer la cohésion à travers les équipes et de donner un contexte qui est plus global à ce que je, en tant que membre de l'équipe, contribue comme objectif à l'objectif global. Oui. Je m'associe totalement à la remarque de Barman. C'est vraiment ça. Et en fait, il faut impérativement éviter les objectifs ou les sondes binaires, fait ou non fait. En fait, il faut impérativement y mettre de la qualité et en fait un niveau d'atteinte de l'objectif. Ce n'est pas blanc-noir. Alors, si c'est vu comme ça me convient bien, mais mesurer la qualité, ce n'est pas toujours si simple. Donc là, par exemple, pour l'objectif de livraison, l'adresse du client, je présume que c'est plutôt accessible. Il y a d'autres périmètres sur lesquels… Moira, il y a Tommaso également qui souhaiterait intervenir. Désolée. Je vais juste finir ma phrase. L'idée, c'est que mesurer la qualité, ce n'est pas toujours si simple. C'est ça que je voulais indiquer. Là où je vous rejoins, c'est vraiment de faire la distinction entre ce qui est clé et donc global versus ce qui est un moyen pour atteindre le global. Et donc de permettre cette distinction entre ce que j'appelle moi sonde et KPI qui est vraiment suprême, qui est la finalité de l'ensemble des équipes. Moi, je voulais venir en support de Moira. J'entends aussi, comme Moira le disait, la bonne intention de Philippe et des autres aussi. Et moi, je me suis retrouvé sur un support d'un projet multisite sur 3 pays différents, dans lequel les site managers étaient notés sur la performance du site. Et malgré le fait qu'il y avait tout un contour de situations qu'on devait respecter, finalement, la performance qui est visée à la fin de l'année, c'est sa propre performance, du coup, la performance de son site. Il y avait sur un projet de fabrication des pièces qui étaient envoyées d'un site à l'autre, parce que chaque site faisait apporter une fabrication supplémentaire à la pièce, au produit final. Et les pièces n'étaient pas envoyées de la bonne manière. Et comme ça, chaque site se concentrait sur sa propre performance et pas sur la performance du projet global. Et du coup, on a dû intervenir sur la performance, sur les KPI de performance globale. Et on a mis un seul KPI, c'est la performance du projet et pas la performance des sites. Je m'émute peut-être pour l'enfant. Alors, effectivement, ce que tu viens d'indiquer, selon moi, c'est ce qui s'observe régulièrement en entreprise, c'est-à-dire qu'on a tendance à mettre les moyens là où on est directement jugé et que c'est encore plus vrai quand dans les équipes où il y a des bonus qui sont adossés à la performance de l'équipe. Que cette intention des bonus, elle vient normalement pour aider la performance globale et qu'en revanche, selon moi, elle a plutôt cet effet, à moins que le bonus soit vraiment sur l'atteinte collective, elle a plutôt tendance à renforcer les silos et renforcer le syndrome de la pastèque. C'est un point de vue, hein, je vous Bien sûr. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, on pourrait imaginer par exemple que l'équipe 1 file toutes ses commandes à 23h59 et soit complètement dans l'objectif, ce qui va rendre difficile pour l'équipe 2 de faire toutes les livraisons dans les délais, alors qu'elle aurait pu très bien délivrer les commandes au fil de l'eau. Ça ne l'aurait peut-être pas arrangé, mais ça aurait aidé l'équipe de livraison derrière. Alors, c'est vrai. Et en même temps, à l'inverse, on peut aussi voir une autre difficulté, c'est qu'à mettre des objectifs intermédiaires pour chacune des 2 équipes, on se rajoute une contrainte supplémentaire. Parce que là, tu cites le cas où la commande prendrait son temps.
et n'aiderait pas du coup l'équipe aval. À l'inverse, on pourrait dire aussi que l'équipe commande prend les 24 heures même quand elle n'en a pas besoin et que quelque part, on se rajoute une contrainte supplémentaire pour l'équipe de livraison. Ou en tout cas, on rajoute une contrainte supplémentaire qui n'est pas toujours pertinente de dire finalement, chaque équipe doit faire dans ses 24 heures. Mais ce que tu dis est juste aussi, hein. C'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment favoriser l'objectif global, que chacun puisse faire du mieux qu'il peut dans l'objectif global pour permettre d'avoir la plus grande latitude pour l'équipe d'à côté. Et encore une fois, j'ai bien conscience, et c'est ce que je disais en préambule tout à l'heure, la théorie est très simple, la mise en œuvre est moins simple. La mise en œuvre, elle consiste quand même à favoriser le fait que chacun pense global avant de penser juste pour lui, mais qu'il arrive à faire le lien entre son action locale et l'impact global. Et c'est ça qui est plus délicat que sur une équipe de foot où on a tous les joueurs qui sont sur le terrain et le ballon qui est extrêmement visible. Yes, mais effectivement, quand on pense global, c'est bien pour ses vertus pour l'entreprise, mais comment moi je pilote en local? Parce que, comme Baman dit, hein, c'est la commande qui fait 24. Le fait d'avoir des objectifs à la maille équipe permet de savoir, de mesurer la performance des équipes. Donc, j'ai bien l'objectif global qui… Alors, en fait, ce que je dis n'est pas tout à fait antinomique, mais il y a quand même un delta. Je dis qu'il faut quand même suivre les sondes. Il faut suivre les délais intermédiaires, mais pas y mettre d'objectif. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que pour moi, il faudrait… le regard que je propose, c'est d'avoir un seul objectif, qui est l'objectif global de 48 heures, de suivre néanmoins les délais intermédiaires de chacun, et pouvoir a posteriori faire une analyse qui dit quand on a atteint l'objectif de 48 heures, il se trouve que ces moments-là se sont passés, peut-être quand la commande a pris un petit peu plus de temps pour mettre plus de soin sur la qualité, ce qui a permis derrière à l'équipe livraison d'être plus efficace. Ou en fait, c'est le regard conjoint à la fois de quand est-ce qu'on atteint l'objectif ou quand est-ce qu'on ne l'atteint pas, et qu'est-ce qui nous a permis de bien l'atteindre ou de ne pas bien l'atteindre. Je vais donner un dernier complément là-dessus. C'est que parfois, on atteint l'objectif alors qu'il n'y a eu aucune complexité. Et donc, finalement, les équipes ont réussi, elles n'ont pas eu à se démener plus que ça. À l'inverse, parfois, c'est compliqué d'atteindre l'objectif global et peut-être qu'on atteint plus l'objectif global quand l'équipe commande a pris plus de soin et peut-être un petit peu plus de temps que ce qu'elle pourrait prendre si elle ne faisait que cocher sa case, en quelque sorte. Ok, c'est très clair. Alors, oui. Et de plus, quand on a un seul objectif global, on a une bonne motivation des équipes à s'engager sur une démarche innovante, constructive, de synergie entre les différents départements. Absolument d'accord avec toi. Alors, je propose la suite, ici, qui est finalement de regarder, je ne sais pas si vous voyez bien, je vois qu'il y a quelques personnes qui m'ont dupliqué les choses. Voilà, j'essaye de remettre pour que vous puissiez suivre. Voilà, donc j'essaye de faire une espèce de synthèse de ce qui se passe dans l'entreprise, où on voit que finalement, on aurait une boîte noire qui est en l'occurrence la flèche grise avec les différentes équipes qui interviennent sur une chaîne de valeur. Et donc, dans l'espèce du cas que nous avions jusque-là, on a donc des entrées qui sont les commandes. On a deux équipes et puis ces deux équipes visent ensemble à livrer des produits et ces produits vont générer une certaine perception de nos clients. La synthèse que je propose par rapport à ça, c'est de dire finalement, quand on a des KPI, ils doivent porter plutôt sur la finalité et la raison d'être, et donc les KPI et les objectifs qui vont avec sont plutôt, plus ils sont près de la perception client, mieux c'est, selon moi. Et donc, avoir des objectifs qui portent soit sur la perception du client, soit éventuellement sur les produits livrés, ça reste correct. Mais encore une fois, je peux avoir des produits livrés qui sont lancés par-dessus mon portail, par exemple, parce que l'équipe 2 voudrait absolument respecter son objectif. Et si c'est lancé par-dessus le portail, du coup, je peux avoir un client qui a bien son produit livré dans les 48 heures, mais cabossé. Et donc, plus je me rapproche de la perception du client, plus je favorise quelque chose qui fait sens pour le service que rend l'entreprise.
Et donc, ce que je propose de surtout pas faire, c'est d'avoir des objectifs sur des indicateurs, c'est-à-dire notamment sur les moyens qu'on utilise ou les moyens que les équipes utilisent, comme je le disais précédemment. Quelques exemples. Des exemples de thèmes sur lesquels on pourrait avoir un objectif, comme je le disais tout à l'instant là. On pourrait avoir des objectifs autour de la satisfaction du client. Est-ce que le paquet que reçoit le client est en bon état? Est-ce qu'il a été fait dans les temps, etc. Est-ce que j'ai été sollicité beaucoup ou pas beaucoup en tant que client? Parce que ça me super agace si on doit me solliciter plusieurs fois pour le même service. Tout ce qui est autour de la qualité, de l'usage que peut faire le client de mes produits ou de mon service, tout ça, selon moi, fait sens à être sujet à un objectif. À l'inverse, selon moi, et c'est encore une fois un regard que je propose, hein, on peut suivre des indicateurs, on peut suivre des sondes sans pour autant leur proposer d'objectifs tangibles à atteindre. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Est-ce que Philippe et je ne sais plus quelle était l'autre personne, est-ce que vous avez d'autres objections par rapport à ce que je viens d'indiquer? C'est-à-dire que, encore une fois, je répète, les indicateurs, il faut les suivre, ils sont très, très importants, mais selon moi, la proposition que je fais, c'est de ne pas leur faire porter d'objectifs. Moi, je pense que pour des populations commerciales, c'est assez compliqué quand on a une part de la rémunération qui est très forte, d'avoir un objectif global collectif, parce que ça peut tirer en fait les surperformeurs vers le bas. Et je pense qu'effectivement, alors s'il n'y a pas de variable ou si on est simplement dans l'évaluation qualitative, annuelle, etc., sans doute, je pense que dès lors qu'on touche à la rémunération, puis d'autant plus ça dépend aussi des packages proposés ou des fonctions, je pense qu'il y a quand même un risque pour certaines personnes. Oui, j'entends ce que tu dis et c'est pour ça qu'effectivement c'est délicat. En fait, ce que j'entends dans ton propos, c'est de ne pas avoir d'objectif stimulant sur l'action que je mène. Et effectivement, j'entends ce que tu dis. Et en même temps, ça m'amène sur le bémol ou le point d'attention supplémentaire, le fil que je vais tirer de ta remarque, c'est tout ce qui est autour des impacts financiers. Pour moi, mettre des objectifs sur les impacts financiers, c'est un autre piège. Un piège parce que, comme je le disais tout à l'heure, la valeur ne se traduit pas toujours en cas euros. Et donc, ça m'est arrivé d'intervenir dans des équipes où finalement, les objectifs étaient autour du chiffre d'affaires généré, autour des bénéfices générés. Et certaines personnes du collectif ont rétorqué, mais si on a un focus qui est vraiment sur le chiffre d'affaires qu'on génère collectivement, bah, nous, ça nous désengage. Ça nous désengage parce qu'on n'a pas d'impact direct sur le chiffre d'affaires, alors que notre travail est nécessaire pour générer le chiffre d'affaires. C'est-à-dire, en gros, on est bien sur le chemin critique du chiffre d'affaires, mais on ne déclenche pas directement du chiffre d'affaires. Et donc, ce que j'entends, et effectivement, ton point, il est juste, c'est comment est-ce qu'on fait cet équilibre entre, d'un côté, je stimule mes équipes et je les tire vers le haut, et d'un autre côté, je ne voudrais pas non plus désengager tout ce qui est autour de la qualité qui est nécessaire pour rendre un service pertinent, alors qu'il ne déclenche pas de cas euros. Mais c'est pour ça qu'on est souvent dans des systèmes mixtes, avec à la fois des primes qui sont collectives et des primes individuelles, l'une étant effectivement pour inciter sur le collectif, sur le partage, sur l'objectif commun et le sentiment d'appartenance, et d'autres où justement l'individu se sent concerné par des choses sur lesquelles il est le seul à avoir la main et qui peuvent le pousser du coup aussi à se surpasser. Oui, et en même temps que j'entends ce que ta remarque est tout à fait juste, hein, trouver cet équilibre judicieux entre le local et le global, mon action à moi et comment elle s'inscrit dans le tout. En même temps que j'entends vraiment bien cet argument, ce que je dis et l'alerte, en fait, le point d'attention que j'essaye de soulever, c'est de dire que quand on fait cohabiter les deux, on a un risque que je crois assez substantiel, que chacun ait plutôt envie de faire pencher la balance sur son action locale pour cocher sa case et obtenir son bonus, quitte à ce que ça éloigne le collectif de l'atteinte collective. Et dans l'exemple du foot, ça serait par exemple d'essayer de suggérer que le défenseur fasse bien sa défense, que l'attaquant fasse bien son attaque, et qu'en même temps qu'il y ait ça, l'ensemble remporte le match.
Le risque que je vois, parce que sur le foot, on voit bien l'ensemble des actions de tout le monde, donc on a ce visu sur le terrain. Dans l'entreprise, les choses sont plus floues. Et je pense que quand on fait cohabiter le collectif avec le local, on a le risque que les uns et les autres se concentrent davantage sur l'action locale. Et donc, pour un commercial, par exemple, si le piège, c'est de l'objectiver sur le chiffre d'affaires ou sur la marge qu'il génère, quels pourraient être du coup, les objectifs d'un commercial selon ton regard? Alors, ça serait déjà qu'ils vendent des services que les équipes qui sont derrière sont capables de rendre. C'est-à-dire que s'il vient juste, et j'imagine vous avez chacun, en tout cas moi j'ai déjà vu ce genre d'action, des commerciaux qui vont vendre des services, mais derrière les équipes ne sont pas capables de l'assumer. Et donc lui, il coche sa case. Et le non, mais dans le cadre d'un commercial, partons pas du principe qu'il fait mal son travail, partons du principe qu'on a des collaborateurs qui effectivement participent à l'essor de l'entreprise, participent à son développement à travers l'acquisition de nouveaux clients, le développement du chiffre d'affaires, parce que c'est ça, hein, une force commerciale, hein, c'est participer au développement, voilà, et chercher de nouveaux clients, etc. Si on ne l'objective pas sur la raison d'être d'un commercial, donc voilà, ça serait quoi d'autre en fait comme objectif? Bah, ça dépend du contexte. De toute façon, c'est toujours à remettre dans un contexte. Et encore une fois, je ne dis pas que j'ai la proposition miracle qui va faire que ça marche dans tous les contextes. Je dis simplement qu'il y a des risques quand on met des objectifs d'équipe, des objectifs un peu plus individuels sur une seule équipe, d'avoir un peu moins de fluidité dans l'ensemble du service qui est rendu à nos clients. J'ai une question sur le fait de la façon dont on va faciliter la vie de ceux qui vont aider les autres. Parce qu'il est évident qu'il y a toujours qui vont être tir au flanc et qui vont tout faire, comme tu le disais, pour avancer dans leur sens ou effectivement pour gagner, même en global d'ailleurs. Il y en a toujours qui vont pousser, qui vont soit aider les autres, soit partir sur des trucs qui sont un peu plus embêtants, typiquement partir en province quand personne ne veut le faire. Et clairement, dans ces cas-là, c'est aussi un objectif qui est difficile, qu'on peut quantifier, mais si on le regarde d'un point de vue global, ils sont toujours perdants, ceux-là. Alors archi d'accord avec ce que tu viens de dire. Et effectivement, si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec la commande et la livraison, j'ai intérêt à favoriser un service commande qui va être attentif à rendre un service pertinent et de qualité pour l'équipe d'après. Ces personnes-là, si on leur met un objectif de 24 heures, on pourrait… l'idée, c'est de les engager sur la qualité du service. Pour moi, l'idéal, c'est d'avoir une équipe aval, c'est-à-dire l'équipe 2, qui vient évaluer la qualité de ce qu'elle récupère comme dossier, en fait. Donc, quand l'équipe 1 est évaluée par l'équipe suivante, donc, entre eux, il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du relais. C'est vraiment comme une course de relais. Si la qualité de mon relais est bon ou moins bon, c'est vraiment ça qui va faire la différence pour le client. Et ça vient aider l'entreprise à regarder ce qu'il y a dans les interstices, à favoriser ceux qui se prennent la charge que personne n'aurait tendance à se prendre. Et donc, on regarde un peu l'individuel aussi, mine de rien. Oui, en quoi je contribue, en quoi je viens. J'ai vu par exemple des équipes qui me disent, ou des managers qui me disent, moi en fait, ce qui compte pour moi, c'est pas tant le résultat qu'on obtient, c'est dans quelles conditions on l'obtient. Il y a parfois des conditions qui sont extrêmement complexes, sur lesquelles en fait les gens sont vraiment démenés pour faire du mieux qu'ils pouvaient. Et donc peut-être il peut arriver qu'on ne soit pas finalement arrivé à l'objectif, mais si tu t'es vraiment démené parce que le contexte était vraiment difficile, du coup, ça mérite quand même un regard différent. À l'inverse, parfois, tu obtiens l'objectif, mais c'était easy, tu t'es pas du tout démené, il n'y avait pas d'engagement ou de surengagement du tout. Donc, vraiment, je trouvais que c'était intéressant comme regard d'avoir cette perception de dans quel contexte est-ce que j'y suis arrivée, est-ce que j'ai vraiment joué le collectif? Ce que j'entends entre les lignes de ce que tu dis. Ok, merci. Et moi, je voulais intervenir sur… Véronique avait demandé quel KPI on pouvait mettre pour des commerciaux, du coup,
à la place des Kaoro. Moi, je n'ai pas la réponse précise, mais dans des situations, on avait trouvé deux éléments de réponse. Un, c'est sur la pérennité, et l'autre, c'est sur les valeurs. Parce que souvent, quand on ne joue pas sur la pérennité, il y a des solutions court-termistes. Et en plus, faire des KPI que sur les Kaoro, ça peut donner aussi, en plus de l'individualisme, des comportements qui ne sont pas vraiment éthiques. Et je voulais revenir aussi sur les KPI sur l'objectif final. C'était la slide d'avant, bon, la place de Miro d'avant. Au lieu de détailler et décliner voilà, sur ça, au lieu de décliner les objectifs sur l'ensemble des KPI, et c'est un peu la share economy qui a mis ça. C'est un case study. Par exemple, les Uber sont votés sur simplement ça nous plaît ou ça ne plaît pas. Et du coup, il y a une tendance des gens à faire le mieux possible en sortant des schémas. Alors que quand on met une note sur une telle liste de choses, souvent les salariés des boîtes qui font ça, ils disent bah, pourtant j'ai rempli toutes les cases, pourquoi les clients n'est pas d'accord? Et donc on se ferme à remplir les cases au lieu de vraiment aller à la satisfaction client. C'est pour ça qu'un KPI final direct sur la satisfaction client est parlant. C'est d'ailleurs, ça correspond vraiment à ce que l'entreprise veut. Exactement. Et c'est d'ailleurs quand tu as des clients qui sont satisfaits que tu vas avoir une conséquence. Hein. Pour moi, le chiffre d'affaires, le bénéfice, tout ça, sont des éléments qui sont à regarder comme conséquence de la satisfaction client. Et d'autant plus que si tu fixais des objectifs sur le chiffre d'affaires ou le bénéfice, l'air de rien, implicitement, tu invites à des objectifs court-termistes. Alors que la satisfaction client, selon moi, va te permettre de générer du chiffre d'affaires ou des bénéfices à court et surtout long terme. C'est la théorie de l'infinite game. Oui, exactement. Merci pour tout ça. Alors, je poursuis. J'avais une… je nettoie le… Voilà. Alors, je voulais simplement apporter un regard supplémentaire. Comme je vous l'ai dit en introduction quand je me suis présentée, je suis passée moi-même de la pensée linéaire à la pensée systémique. Et donc, je vous apporte ce regard qui, voilà, certainement va vous parler sur nos origines. Les uns les autres, je pense qu'on a été plutôt baignés dans une pensée assez cartésienne où on nous parlait de toutes choses égales à par ailleurs, où les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Et pour moi, cette pensée est un petit peu dépassée. Elle marchait bien à un certain moment, plutôt quand les choses étaient assez classiques et prévisibles. Mais aujourd'hui, on me bouscule un petit peu. Je voudrais faire la différence entre la notion de compliqué et la notion de complexe. En latin, compliqué, ça veut dire plier ensemble, tandis que complexe, ça veut dire intriquer, tisser ensemble. Et donc, la différence, je vous ai mis une métaphore, quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est prédictible et répétable. Par exemple, si je dois démonter cette montre et la remonter, je vais suivre une procédure qui est toujours la même. Et à chaque fois que je vais devoir remonter cette montre qui est assez compliquée, je vais pas à pas refaire les mêmes gestes et reconstituer la montre progressivement. Donc, l'air de rien, quand je fais ça, je suis une pensée linéaire, c'est-à-dire que je vais suivre un algorithme ou une procédure, quelque chose qui peut avoir été anticipé et planifié top-down et répété à chaque fois de la même façon. À l'inverse, si j'essaye de prendre une autre métaphore pour imager ce qui est complexe, je prends par exemple un plat de nouilles et je dois reproduire à l'identique ce plat de nouilles. Là, on comprend bien qu'elles sont toutes interconnectées les unes avec les autres et qu'à chaque fois que j'en bouge une, potentiellement, elles bougent toutes. Pour autant qu'en plus, j'y rajoute un petit peu de beurre par-dessus, reproduire à l'identique ce paquet de nouilles, c'est particulièrement complexe parce que tout est interconnecté. Et donc, dans ce type de schéma, je ne peux plus appliquer une pensée linéaire qui suivrait une procédure à l'identique à chaque fois. Et donc, c'est là que je viens illustrer, évidemment, ma métaphore est un petit peu grosse, mais elle a le mérite d'être caricaturale pour comprendre ce qui se passe.
Dans une pensée systémique où tout est interconnecté, je dois être en permanence connecté avec ce qui se passe et tester avec une boucle de rétroaction, une boucle de feedback pour comprendre si quand j'avance d'un pas, si je me rapproche du résultat que je vise ou si au contraire je suis potentiellement en train de m'en éloigner. Donc je dois m'adapter constamment aux turbulences. Et donc, pour suivre ça, dans l'entreprise, une fois que j'ai dit ça, et on va voir le lien avec les indicateurs dans un instant, je peux comparer la méthode classique, dite méthode cycle en V, qui vise à faire une prédiction et à contrôler régulièrement que notre prédiction se réalise. Et donc, cette démarche de cycle en V, prédiction et contrôle, c'est pour moi une pensée linéaire qui va, pas à pas, s'assurer de la conformité au plan initial ou à la spécification initiale. Dans ce type de méthode, il peut être pertinent de suivre effectivement les moyens, c'est-à-dire les coûts et les délais du projet. Puisque c'est une approche linéaire, normalement, plus je consomme de mes moyens, plus je me rapproche de mon objectif. J'ai bien un truc qui suit une procédure ou un algorithme pas à pas et qui régulièrement avance de façon linéaire vers mon objectif. À l'inverse, quand je suis dans une approche qui est plus systémique, que j'appelle donc sense and response en anglais, ou capter et répondre en français, là, on est plus dans quelque chose qui bascule entre je capte d'un côté de l'infini, je capte les besoins, je sonde le marché, et de l'autre côté de la boucle, je suis en train de réaliser des actions, et au milieu, je suis en train de m'ajuster par rapport à ma captation de feedback. Est-ce que je suis effectivement partie dans la bonne direction ou pas? Donc, c'est là qu'on trouve la boucle de rétroaction et la boucle de feedback. Et donc, dans ce type de démarche-là, où on est dans un univers complexe, on ne peut pas suivre uniquement les moyens qu'on consomme. Ce n'est pas parce que je consomme des moyens que je me rapproche progressivement de mon objectif de valeur. Et donc, dans ces cas-là, il faut absolument être en connexion avec ce qui se passe, en connexion avec le terrain, pour s'assurer qu'effectivement, on se rapproche d'une perception positive de nos utilisateurs. Et donc, si je compare l'un et l'autre, d'un côté, je suis la conformité au plan initial, alors que de l'autre côté, je suis en train de vérifier que mon expérience utilisateur est pertinente. Dans un cycle en V, je consomme des moyens qui me rapprochent de mon objectif. Dans l'autre cas, tout étant interconnecté, ce n'est pas parce que je suis mes moyens que je peux m'assurer d'être en phase avec les attentes de mes utilisateurs. Et donc, je propose pour finir un petit parallèle avec les moments que nous traversons en ce moment autour de la Covid, pour essayer de capter ce que ça peut nous apprendre. Dans cette période de Covid, l'environnement est particulièrement complexe et les choses sont très interconnectées les unes avec les autres. Et notamment, on peut voir ça sur le fait qu'au début, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ont été proposés. Et puis, on s'est rendu compte que ces indicateurs nous ont amenés à nous poser un certain nombre de questions. Finalement, on a dû faire plusieurs ajustements parce qu'ils n'étaient peut-être pas très bien posés au début, mais ce n'était pas simple. Je ne suis pas en train de faire une critique Yaka Faucon. Je suis en train simplement d'observer que l'environnement était particulièrement complexe, on était en train d'apprendre et qu'il est loin d'être simple de poser des indicateurs et d'essayer d'atteindre l'objectif directement. Quand des objectifs étaient posés, on a vu des comportements qui se sont trouvés induits par rapport aux indicateurs qui ont été proposés au début. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce contexte de Covid, c'est que finalement, quand on voit les indicateurs qui sont posés, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment notamment, il y avait des indicateurs avec des zones rouges et des zones vertes. Et donc, sur le terrain, on a vu des hôpitaux qui étaient aux interstices entre les départements, qui avaient envie d'être verts pour leur département et éviter les confinements, et qui du coup ont pu se trouver à refuser des patients de la région d'à côté. Alors je ne dis pas que c'était simple, bien au contraire, je pense que c'était particulièrement délicat à piloter, mais c'est clairement une illustration du fait de cette complexité où quand on pose des indicateurs, on va observer des comportements qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaite voir ou promouvoir. Ce que je trouve aussi intéressant dans cette période de Covid, c'est quelque chose qui m'a éveillée,
et donc je partage avec vous cet enseignement, c'est le fait qu'avec la Covid, on s'est retrouvé à questionner la finalité qui était pour autant de sauver des vies. Donc à titre personnel, je ne m'attendais pas à moi-même questionner une finalité pareille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début des premiers confinements, il était assez clair pour moi qu'il fallait sauver des vies. Mais 1 an plus tard, je pense que ne pas être la seule à me poser ce genre de questions, est-ce qu'on préfère finalement sauver des vies, sous-entendu de vieux, ou bien est-ce qu'on préfère sauver la qualité de vie de nos jeunes? Et ça, je trouve que c'est un enseignement intéressant qui nous permet de comprendre que vraiment les choses sont toujours à remettre dans un contexte et qu'on peut avoir posé une finalité à un moment qui était pertinente pour l'entreprise ou pour nos équipes, et que parce que le contexte dure, parce que le contexte évolue, on peut être amené non seulement à revoir notre système de pilotage, mais surtout aussi à revoir la finalité qu'on pose. Je ne sais pas si vous avez des remarques par rapport à ce que je viens le regard que je viens de proposer. Man, peut-être tu veux dire un mot? Je pense qu'on ne parle pas assez du en même temps. En fait, je pense que dans nos objectifs, on pourrait être bien plus ambitieux et peut-être qu'en étant beaucoup plus ambitieux et en visant la Lune, on pourrait peut-être arriver à trouver des solutions innovantes, plus ambitieux et le en même temps, c'est-à-dire sauver des vies et en même temps préserver la qualité de vie des plus jeunes. Alors j'aime bien ce que tu indiques, c'est que le en même temps est parfois pertinent effectivement pour mettre de la nuance en fait. Et la nuance, parfois, elle permet aussi de renforcer le sens plutôt que d'être blanc-noir, ce qui est peut-être un peu trop clivant. Et là où je rejoins aussi ta remarque, c'est que le en même temps peut nous aider dans la nuance à être force de proposition, sans doute. Absolument, ouais. C'était bien le sujet de tout à l'heure, le fait d'articuler les choses plutôt que de les opposer. Et en fait, en articulant et en faisant quelque chose d'un tout petit peu plus complexe, alors on peut ne pas vouloir faire forcément de la qualité, mais le fait d'éviter d'être binaire, d'être manichéen, c'est une meilleure chose. La nuance est vraiment importante. C'est ce qui change la vie. Ce serait moche de sacrifier les vieux pour ne préserver que les jeunes. Et l'inverse tout autant. Ce serait un choix de Salomon. Tout à fait. Et alors je te rejoins sur l'histoire de la nuance. Je pense que c'est le point qui nous rejoint tout à l'heure, parce que dans nos objections de l'un de l'autre, je comprends bien qu'en fait, c'est la nuance et c'est l'équilibre qui va faire la performance. La proposition que j'amenais, c'était simplement que parfois, quand c'est renforcé en plus par un bonus d'équipe, un bonus individuel, les uns et les autres peuvent être tentés d'oublier cette nuance qui est pour autant tout à fait essentielle et nécessaire, absolument. Du coup, il y a Véronique qui a mis un petit message en disant oui, il ne faut pas opposer, mais plutôt être ensemble en même temps. Il y a Jocelyne qui peut prendre la parole. Oui, donc en fait, et nous sommes amenés à devoir gérer les paradoxes et des éléments qui peuvent paraître incompatibles. Et c'est là où la complexité va nous apporter quelque chose. C'est en effet le « et » avec des fois des choses qui vraiment paraissent tout à fait incompatibles. Donc c'est le rôle du manager. Tout à fait, merci. Alors, je vous amène simplement à une conclusion de cette présentation. Voilà. C'est finalement, et je vais m'appuyer encore une fois sur la Covid qui s'est passée, c'est que finalement, je vous l'ai dit en début de présentation, je ne propose pas de recette qui serait applicable indépendamment du contexte. Pour moi, le contexte est absolument fondamental, notamment pour justement appuyer sur les nuances qu'on vient d'évoquer, cette importance d'être inclusif plutôt que d'opposer. Par contre, ce que je peux proposer, c'est de vraiment
toujours vérifier que nos objectifs sont alignés avec la raison d'être de l'entreprise, avec la raison d'être de ce qu'on recherche. Et donc d'aligner KPI avec ce qui est clé pour l'entreprise. Et si je refais un petit parallèle, encore une seconde, avec la période de la Covid, je crois que personne n'aurait accepté, personne n'aurait même imaginé qu'un pays comme le nôtre accepte de se confiner, accepte de faire porter dans la rue des masques, s'ils n'avaient pas compris chacun, si on n'avait pas porté une attention particulière à expliquer à chaque fois, à la fois que cette finalité était quand même un objectif collectif à atteindre, et aussi à faire le lien entre les actions locales et l'impact global. Dit autrement, c'était un peu difficile, un peu douloureux pour les uns et les autres de se trouver confinés, mais parce que je comprends le lien entre mon action qu'on me demande, les sacrifices qu'on me demande et la finalité, à ce moment-là, je suis prêt à faire certaines choses. Et donc, recommuniquer l'intention et le contexte localement pour faire le lien entre l'action locale et l'objectif global me paraît absolument indispensable. Et puis, le troisième point, c'est le fait que, et ce n'est pas si classique, je pense utile, voire même indispensable, d'associer les personnes pilotées à leur propre système de pilotage. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on associe les équipes, non seulement elles vont mieux s'approprier l'intention et le lien entre l'intention et les actions locales, mais elles vont être force de proposition très créative sur des possibles indicateurs, des possibles KPI. Et puis, ils vont nous aider à identifier ce que j'évoquais au cours de la présentation, les comportements induits par l'éclairage qu'on apporte sur tel ou tel indicateur. Donc, quand on fait travailler un collectif transverse, je reprends l'exemple de tout à l'heure avec l'équipe 1 et l'équipe 2, avoir l'équipe 1 et l'équipe 2 qui, ensemble, sont force de proposition sur des indicateurs qui viendraient renforcer leur performance collective et que dans cette discussion, on puisse identifier les comportements implicites que tel ou tel éclairage pourrait apporter, ça me paraît particulièrement utile pour les instances de pilotage qui, sans ça, ne sauraient pas ce que ça pourrait induire comme comportements qui ne sont pas souhaités. Et dernier élément par rapport à ça, et on l'a vu, c'est le fait de revisiter régulièrement notre système de pilotage, d'accepter d'itérer, d'accepter d'apprendre et de remettre en permanence notre système de pilotage dans son contexte pour vérifier qu'on est toujours pertinent par rapport au contexte. Est-ce que vous avez des remarques? Des suggestions? Non. Bon. Alors voilà. Moira. Oui. Moira, merci beaucoup. D'abord, moi, c'est un sujet qui me passionne. Je voulais juste en complément indiquer que Google a mis en place un outil ou un site qui s'appelle rework.withgoogle.com. Je peux vous le mettre en copie, oui, où ils expliquent leur process de définition des objectifs, des OKR. On n'en a pas beaucoup parlé, on a parlé en parallèle, et qui je trouve très intéressant au regard de ce que tu viens d'expliquer. Alors, je te remercie particulièrement parce qu'effectivement, je n'ose pas parler d'OKR, même si je pense que ça les adresse complètement, parce qu'en fait, et vous l'avez tous dit, par vos interjections, je pense qu'on est vraiment en phase par rapport à ça, il me semble. C'est-à-dire que quelque part, on permet aux équipes de donner du sens, d'être dans la nuance, et le fait d'itérer régulièrement, aligné avec la finalité. Je pense que cette façon de regarder, c'est une façon d'impliquer l'action locale vers la stratégie de l'entreprise. Et donc, pour moi, c'est éminemment lié aux OKR. Après, certaines personnes considèrent que oui, mais il ne s'agit que d'un système de pilotage. À partir du moment où ce système de pilotage est ancré dans le temps et toujours raccroché avec la finalité et soutient la performance collective, je crois qu'on n'en est pas très loin, effectivement. Et je le redis, j'invite ceux qui ne sont pas trop d'accord avec ma proposition de regarder les choses. J'aime bien les désaccords, en fait. Les désaccords sont constructifs, hein, ils permettent d'être plus robuste dans son argumentaire, justement. Et donc, c'est ce que j'ai apprécié dans les échanges avec les uns et les autres, c'est le fait de ne pas forcément être absolument d'accord sur tout, d'apporter de la nuance, justement. Si vous voulez ouvrir les micros, n'hésitez pas.
Oui, bonjour Xavier, vous m'entendez? Mhm. Alors, merci pour les suggestions et les apports. J'arrive pas à activer, j'ai fait une mauvaise manip, j'arrive plus à activer ma caméra. Non, après, cette proposition, pour moi, dans l'absolu, ce serait l'idéal vers lequel on doit tendre. Après, la réalité de nos organisations, des personnes que l'on est amené à manager, des contextes d'entreprise font que, pour moi, on revient toujours à des indicateurs très quanti, très segmentés, très fractionnés par équipe, entité, individu. Et, in fine, je ne sais pas s'il est vraiment possible d'avoir dans la réalité une approche comme celle-ci, d'une part, et d'autre part, est-ce que ça peut fonctionner au regard de ce qu'attendent in fine les salariés? Je ne suis pas certain qu'ils aient tous cette même attente de sens, de vision de l'objectif global, de compréhension de l'enjeu de l'entreprise et peut-être que pour certains, ils préfèrent être focusés sur des tâches bien définies. Voilà, donc c'est une réflexion, mais en tout cas, merci pour l'apport et la suggestion. En fait, je pense que c'est très lié à la confiance que les joueurs vont avoir. Hein. Je dis les joueurs parce que je reste dans la métaphore du foot. Que les acteurs vont avoir les uns envers les autres et vis-à-vis du management. Et ça ne se décrète pas. Donc oui, je te rejoins tout à fait. C'est pour ça que j'indiquais, c'est plutôt une réflexion que j'apporte qu'une recette. Hein. Je suis bien consciente que la théorie, elle peut être un petit peu contestée, mais elle est relativement accessible. La mise en œuvre est une affaire bien plus délicate. Donc, j'essayais surtout d'apporter un éclairage particulier sur des choses dont on n'a pas forcément conscience. Voilà, tout simplement. Mais je te rejoins absolument. Il y a Marion qui a bien travaillé pendant toute cette séance et elle va nous proposer une synthèse en facilitation graphique avec les éléments clés, les idées clés et ce que ça a inspiré un petit peu cet atelier à nous tous. Donc Marion, à toi. Rebonjour, j'en ai profité pour dessiner pas mal pendant cet atelier aussi, je vous le partagerai plus tard sur les réseaux. Tu peux grossir mais je peux grossir aussi de mon côté peut-être. Hop. Voilà, donc moi je vous ai fait une petite synthèse, une modélisation de ce qu'on a vu au cours de cet atelier et ça a commencé par une image autour du foot et cette question des indicateurs qu'il fallait choisir autour du foot et on voit qu'on a un coach qui, quand il se trouve avec plein d'indicateurs à proposer, finalement il a une équipe qui est complètement perdue. Trop d'indicateurs finalement noient la vision d'ensemble et il faut trouver les indicateurs clés pour arriver à progresser ensemble. Quand le coach définit un KPI qui est une finalité, c'est-à-dire aller chercher la coupe, il arrive à fédérer son équipe et quand on a un KPI qui est lié à la finalité, à un objectif, à de la valeur, on arrive à fédérer une équipe. Et Moira peut me reprendre si je fausse ses propos. On a vu les do's and don'ts, ce que j'ai appelé les do's and don'ts du bon KPI ou du KPI durable et qui porte de la valeur. Il y a des choses qui sont importantes à retenir, c'est qu'il faut d'abord penser global. Même si on agit local, le fait de penser local peut induire des actions plus individuelles et des comportements plus individuels. Il faut regarder les choses de façon plus globale. Alors, la difficulté, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans l'entreprise, contrairement au terrain de foot, on se retrouve dans un environnement qui est plus complexe. Ici, on a un match sur un terrain et finalement, là, quand on part jouer un championnat, il y a plusieurs terrains, plusieurs cultures, des échanges de joueurs entre les parties. Et donc, ça devient beaucoup plus compliqué, cette complexité. Il faut la prendre en compte quand on va définir la finalité et les KPI. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de chercher à faire la plus belle photo, parce que cette plus belle photo, elle peut d'abord, induire des comportements différents, et puis elle peut aussi masquer finalement le fait qu'on est beau sur la photo, mais on n'atteint pas l'objectif, on ne va pas chercher la coupe et on n'obtient pas les scores souhaités. Éviter la plus belle photo individuelle, du coup. Oui, du coup, la plus belle photo individuelle,
Mais par contre, ceci dit, en dessinant ça, je réalisais que ça pouvait être aussi la plus belle photo d'équipe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une équipe d'un côté qui fait une très belle photo, ou voire on prend une très belle photo de l'ensemble, c'est-à-dire qu'à un moment, on fait de belles passes, on a de belles actions sur le terrain, mais néanmoins, on n'atteint pas on ne gagne pas le match et on n'a pas la coupe au final. Or, si l'objectif recherché, la finalité, c'était bien d'aller chercher la coupe, cette photo-là, de belles actions, elle n'a pas d'intérêt par rapport à la finalité qui était recherchée. Ne pas rester sous le projecteur, alors c'était l'image du réverbère tout à l'heure, un peu de la même manière, là je vais jouer très individuel si je reste sous mon projecteur, et ce qui va se passer en plus quand je joue sous le projecteur et que je fais de belles actions sous le projecteur, c'est que je ne vois pas ce qui se passe autour parce que c'est bien éclairé là, mais finalement je ne vois pas ce qui se passe autour. Et là je vais chercher quelque chose que je sais bien faire, par exemple je sais bien dribbler, je sais bien faire des têtes, je vais le faire sous le projecteur, mais du coup, je passerai à côté probablement de l'action qui se passe sur le reste du terrain. Enfin, il faut viser la finalité et pas forcément les moyens. Là, les moyens, je les ai illustrés par les buts et la finalité, c'est évidemment la coupe. Je poursuis et je retiens du coup qu'un KPI, il doit chercher au maximum à se rapprocher de la satisfaction client. La satisfaction client, ça peut être effectivement la qualité de livraison de son colis, ce qu'il va percevoir du service que je vais lui apporter. Et donc, le KPI, il va s'éloigner des moyens. Et sur le petit dessin final, il y a normalement là des petites sondes qui viennent, ces petits indicateurs-là, ça peut être des sondes qui viennent sur le chemin et que je viens re-questionner régulièrement pour m'assurer que mon KPI est le bon et que je suis sur le bon chemin du KPI. Ensuite, je vais... En conclusion, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à associer l'équipe à la construction des KPI. Et pour ça, je vais communiquer, je vais donner du sens à ce qu'on va chercher et je vais partager le contexte pour que l'équipe, elle aille ensemble chercher la coupe. Voilà cette petite illustration de ce que nous venons d'échanger. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous avez des questions? C'était assez fidèle, je crois. Merci beaucoup, Marion. De rien. Moira, si tu peux présenter juste notre prochain événement. On a mis une petite image un peu plus loin. Non. N'hésitez pas à vous après, connecter. on vous laisse. Si les choses vous ont plu, n'hésitez pas à vous connecter sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plusieurs conférences qui vont suivre. En tout cas, il y en a deux qu'on a déjà prévues. Et si vous souhaitez en faire partie, il y a les dates qui sont mises en place là. Donc, le 25 mai, on voudrait mettre en place une conférence sur la facilitation de l'adhésion et l'engagement en période de changement. Et le 14 juin, c'est plutôt la jungle de l'innovation. C'est vrai qu'on est très porté sur l'innovation, l'entrepreneuriat au sein de l'ESSEC Executive MBA. Donc, si vous avez envie de nous suivre, n'hésitez pas à nous suivre dans notre nouvelle page LinkedIn sur laquelle vous vous êtes déjà peut-être inscrit cette semaine. Voilà, Moira, je te laisse la parole. Ça marche. Est-ce que vous avez de dernières remarques? Ok. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour les différents échanges très riches. Je nous quitte sur ces derniers feedbacks que vous nous avez apportés avec des suggestions d'amélioration et des choses que vous avez particulièrement appréciées. Merci beaucoup à tous. Et puis donc, rendez-vous prochainement sur d'autres événements de l'ESSEC. Merci à toi. Merci à Moira et à Marion de préparer cet atelier. À très bientôt. Merci à tous. À très bientôt. À très vite. Au revoir. Bonne continuation à tous. Bonne soirée à tous. Merci.